Bonjour, bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau dans Un œil sur l'actualité, deuxième numéro de cette année 2017, une année que nous avons bien commencé et que nous entendons également bien poursuivre et surtout vous offrir le meilleur des grands sujets qui font l'actualité au cours de la semaine. À chaque fois, nous essayons de regarder dans l'actualité et d'inviter les personnes les mieux appropriées pour venir vous éclairer. Aujourd'hui encore, nous allons nous pencher sur un certain nombre de sujets d'actualité. Nous allons commencer d'abord par le discours du président de la République, un discours qui a été prononcé finalement, on peut le dire comme dirait l'autre. Et enfin, ce vendredi, le chef de l'État a parlé pendant une dizaine de minutes. Nous verrons si les attentes des Togolais sont comblées quand ils ont écouté le chef de l'État. Nous reviendrons également plus amplement sur un certain nombre de décisions qui ont été également prises en Conseil des ministres, notamment la nomination des membres de la commission de réflexion sur les réformes politiques et institutionnelles, également ceux de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les crimes assimilés. Nous parlerons également du bilan de l'année 2016 en matière de droits de l'homme dans notre pays. Nous ferons cela à la lumière de la Déclaration universelle des droits de l'homme et pourquoi pas nous parlerons également de nos éperviers qui cherchent 5 milliards pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Je me pencherai aussi sur les questions et les commentaires que vous avez envoyés via Facebook que j'aurai le plaisir de poser aux invités sur le plateau. Et toutes mes excuses aussi pour la qualité de la voix aujourd'hui. Vous voyez le temps qu'il fait dans notre capitale, ça emporte les plus belles voix. Alors, dans cette émission, je reçois deux invités qui ne sont plus à présenter. Le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir. Bonne année à vous. Bonne année à vous aussi et aux téléspectateurs de la chaîne du futur. Nous espérons quand même que cette année sera la meilleure plus que l'année dernière. C'est tout ce que nous pouvons dire et cela par la grâce de Dieu. Quand c'est le pasteur qui parle, nous sommes très contents. Franck Kepomé, directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile CNSC. Togo, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci à vous également d'accepter notre invitation et bonne année. Merci aussi d'avoir pensé à la CNSC. Donc, nous y pensions toujours. C'est un partenaire de tous les jours, évidemment. Paul Amogapo, de ce quoi le partenariat reste toujours. Donc je souhaite mes meilleurs vœux aux téléspectateurs de la chaîne du futur. Merci beaucoup. On va entrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit, le président de la République, Forest Singbe, s'est adressé au Togolais. Pasteur Edo Komi, avant d'entrer dans ce que le président de la République a dit, un discours à la nation, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, l'article 74 de la Constitution togolaise dit que le président de la République peut s'adresser à la nation. Donc, il n'a pas obligation à s'adresser, mais c'est dans son second volet qu'il dit que le président de la République doit, chaque année, une fois par an, présenter à l'Assemblée nationale le discours sur l'état de la nation. Alors, sur le premier volet, presque tous les pays du monde, j'allais même dire les pays dictatoriaux, les chefs d'État se sont acquittés de cette responsabilité le 31 décembre. Chez nous, c'est le 6. Est-ce que vous avez été un peu déçu? Oui, mais c'est vrai quand même que l'attente a été très longue parce que les Togolais s'attendaient. Les Togolais sont habitués à ce discours-là déjà le 31, au le 1er. Cette fois-ci, il y a presque une semaine, le chef d'État vient de s'adresser à la nation. Je le disais tantôt à quelqu'un que le chef de l'État essaie des fois créer des événements parce que sur tous les médias, dans les maisons, dans les foyers, dans les marchés, partout, tout le monde s'attendait, tout le monde s'attendait à ce qu'il parle. Et il a créé cet événement-là jusqu'à ce qu'il n'ait le feedback et finalement il a parlé. Donc, je crois que même que ces choses faites, maintenant, quel est le contenu de ce discours? C'est ce à quoi il faut maintenant on va revenir à cela tout à l'heure, mais Franck Kepomé, prendre tout son temps, c'est le président de la République. C'est vrai que nous venons de lui dire que ce n'est pas une obligation constitutionnelle, mais c'est quand même un acte républicain. Oui, évidemment, je dirais un acte républicain, étant donné que devant le parlementaire, le président de la République n'a pas fait le discours. Il n'en a jamais fait. Et il est de Et ça, c'est une violation de la Constitution. De la Constitution 14. Évidemment. Donc, pour nous, on s'attendait à la fin de chaque année à un discours sur l'état de la nation. Faire l'état des lieux,
les perspectives pour l'année à venir. Donc on avait attendu le 31 sans ce discours. Moi, personnellement, je me suis dit que c'est une trahison parce que mon chef d'État m'a trahi. Parce que c'est à ce moment que j'écoute mon chef de l'État par rapport à ses programmes pour notre pays. Ce qui n'a pas été fait. Heureusement, puisqu'il n'est jamais trop tard. Donc il s'est rattrapé. Il a fait finalement prononcer son discours. Merci. On attend le contenu pour voir est-ce ce que le Togolais attend se retrouve dans le contenu de son discours. Moi, j'avoue que j'étais devant ma télévision, j'ai écouté le président de la République pendant, je crois que ça a duré 11 minutes. Mais, Pasteur Edo, est-ce que c'est ce que vous vouliez entendre, que vous avez entendu? Non, je crois quand même que moi, je disais que le chef de l'État avait déjà, ce qu'il avait à dire était déjà contenu dans le premier conseil des ministres. Le premier conseil des ministres. Tout a été presque dit. Donc, j'ai compris. Il voulait éviter la redite, c'est ça? Il voulait éviter la redite. Mais le conseil des ministres, ça, mais comme il y avait la pression, parce qu'il écoutait tout ce que les commentaires des uns et des autres, et qu'il ne pouvait pas se dérober à cette tradition-là. Il a parlé. Mais quand nous voyons, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Toujours est-il qu'il y a le sommet sur la sécurité maritime. Ça, il s'est longuement appesanti. Je crois qu'il s'en félicite. C'était inattendu presque pour lui que ce soit une réussite de ce genre. Bien sûr, il a parlé du service du concert des nations, des nations par le Togo qui prend toujours part comment on l'appelle, au maintien de la paix, de l'ordre, de la paix de par le monde entier. Mais ce à quoi les Togolais s'attendaient, je crois que les grandes orientations pour l'année 2017 ne se retrouvent pas, mais c'est dire que le chef de l'État a dit toujours les mêmes choses, c'est les mêmes choses. Mais ce à quoi quand je relis un peu son discours, je vois qu'il a parlé de concertation et de dialogue, et puis le partage de la richesse nationale d'une manière équitable. Bon, est-ce que cette fois-ci, est-ce que ça sera la meilleure et que tout ce qu'il a dit pourrait être fait dans l'année 2017, c'est ce à quoi nous allons nous attendre. Mais je vois quand même que quand vous prenez en matière de droits de l'homme, bon, il n'a rien évoqué, parce que par l'année 2016, on a vu quand même qu'il y avait beaucoup de choses en matière de droits de l'homme. Le Togo est passé à l'EPU, à l'évaluation périodique universelle à Genève, avec beaucoup de recommandations qu'avant. Je crois que c'est des choses qui doivent préoccuper le chef d'État. Et moi, surtout, il y a au moins quelques années, dans son discours, il n'y a plus de remise de peine aux prisonniers, comme chaque se fait aux prisonniers. Alors que dans certains pays, les chefs d'État annoncent la libération conditionnelle des prisonniers qui ont fait plus de la moitié de la peine. Il ne le dit pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Mais bon, non, mais depuis longtemps, ça ne se fait plus. Même dans son discours. J'ai eu des échanges pas très longtemps avec un responsable ministériel qui m'a dit qu'il y a des remises de peine qui se font. Mais remise de peine, à ce que moi je sache en tant que défenseur de l'homme depuis un certain moment, on n'en parle plus. Et souvent, puisque si on en parle, on doit savoir, puisque nous faisons des recommandations au ministère de la Justice sur le nombre de personnes, même le nombre de personnes ayant déjà fait purger la moitié. Oui, nous avons souvent la liste qu'on envoie au ministère, mais toujours est-il que rien n'est fait. Donc, le chef de l'État aurait mieux fait que cela, mais je crois quand même que beaucoup de Togolais seront encore déçus par rapport à ce discours, parce qu'il y a des choses, la préoccupation. C'est vrai qu'il a parlé de mandat social, il a parlé de la justice sociale. Je crois que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, c'est ce qui a été toujours dit. Peut-être que c'est la raison pour laquelle, parce que l'année 2016, quand vous voyez l'état des chantiers qui sont laissés en queue de poisson, et le scandale financier, le scandale en matière de la corruption, quand on voit tout ça là, le chef de l'État aurait pu évoquer ces sujets là
pour que ça puisse donner l'impression qu'il a et qu'il prend en compte les besoins du peuple togolais. Mais une fois encore, je le dis, peut-être que cette année sera la meilleure et que les décisions qui ont été évoquées, au moins du moins ceux qui ont été évoqués, celles qui ont été évoquées dans son discours puissent être accomplies. Alors Franck Epomé, on voit quand on suit le discours du président de la République, comme toujours, c'est très bien rédigé. La rhétorique y est, la syntaxe y est, mais le fond, est-ce que vous êtes satisfait du fond? Merci. Parce que comme l'a dit le président de la République n'a fait aucune annonce. Évidemment, comme l'a dit le passeur, c'est les mêmes choses que le président nous sert. Des intentions sont belles. Maintenant, quelles sont les mesures pour nous amener à atteindre les objectifs que nous visons à travers ces intentions-là? C'est ce que le chef de l'État n'a pas pu faire, de sortir dans son discours. Il a parlé de l'éducation, il a parlé de l'état de la santé. Qui dans ce pays ne sait pas l'état de ces différents services publics? Et par conséquent, je m'attendais à des solutions pour améliorer tant soit peu les différents constats faits. Je m'attendais aussi au niveau de l'éducation, par rapport à la grève des enseignants, que le chef de l'État puisse nous dire, par rapport à des négociations, par rapport à ceci, nous allons faire telle chose. Je pense que ce sont des promesses que le chef de l'État doit faire pour amener le citoyen à se retrouver dans son discours. Le discours, c'est bien préparé, la rhétorique il y a, comme vous l'avez souligné, mais la consistance, c'est ça qui manque à au discours du chef de l'État. Et j'ose croire que peut-être il ne l'a pas annoncé, puisqu'on a pris un exemple pour les détenus. Peut-être il ne l'a pas annoncé, puisque c'est un chef d'État qui aime surprendre. Donc nous attendons pour voir ce que cela peut apporter. Nous avons une année à passer ensemble jusqu'à la fin de 2017. On est avec lui. Oui, nous sommes avec lui. Donc on verra ce que le discours va donner. Alors, mais Pasteur Edo, je me demande si le chef de l'État aujourd'hui en 2016, est-ce qu'il n'a pas un peu peur de faire des annonces? Parce que vous vous rappelez, dans ce pays, Faure Gnassingbé a fait un discours où il a dit il y aura les assises de la santé, il y aura les assises de l'éducation, elles n'ont jamais eu lieu. Le chef de l'État a fait un discours où il a dit qu'une minorité s'accapare des richesses, il n'y a eu aucune mesure qui a suivi. Le chef de l'État a fait un discours où il a dit que les restes de Sylvanus Olympio vont être rapatriés jusqu'à ce que nous sommes en train de parler, ces restes ne sont pas venus. Alors, ça veut dire, le président est peut-être en train de se dire, si je promets encore quelque chose et que ça ne se réalise pas, autant ne pas promettre. Oui, ça peut être possible aussi, parce que c'est vrai que tout homme doit tenir sa promesse. Hein. Quand vous dites quelque chose, ce qui vous identifie, hein, c'est le fait que vous teniez à vos promesses. Quand vous dites quelque chose, vous le faites. Donc, si tel n'est pas le cas, le chef de l'État va être très réservé parce que, en regardant dans le rétroviseur, parce que par rapport à ce qui avait été déjà dit, mais qui n'est jamais accompli, peut-être qui n'est jamais réalisé, il se verrait la réserve de ne pas de ne rien dire. Je crois que tout ça a contribué à ce retard, aurait contribué à ce retard dans son discours. Donc, moi je dis que des fois même, il va falloir quand même qu'au niveau de la société civile, nous puissions, chaque fois que le chef de l'État parle, nous puissions prendre son discours et à 1 mois, 2 mois, nous puissions attirer l'attention du chef de l'État qu'il reste 10 mois pour que l'année finisse. Il reste 10 mois pour que l'année finisse. Voilà ce que vous avez dit, voilà ce que vous avez dit. Nous attirons votre attention sur ce genre de choses. Je crois que si on le fait, ça va être une pression, et ça pourrait effectivement. Mais si on se tait, on ne dit rien, et c'est jusqu'à la fin de l'année qu'on constate le fiasco, on constate que les promesses, tout ce qui a été dit n'est pas tenu, alors la faute, c'est au président, mais aussi à nous aussi qui sommes. Est-ce que vous pensez que le président est sensible à ces genres de choses? Oui, non, je crois qu'il y a lieu quand même de le faire. Certains ont l'impression que le chien aboie, la caravane passe. Non, je crois que cette parole-là, il faut quand même la placer dans un contexte, pas à tous les niveaux. Mais si chaque fois on dit le chien aboie, la caravane passe, ce qui veut dire qu'on s'en fout. En d'autres termes, on s'en fout des gens. Pourtant, moi, je dis quand même que c'est notre devoir, en tant que citoyen,
de veiller à cela. Nous devons veiller. Hein. Il faut qu'il y ait une veille. Il faut que nous soyons sur la garde. Et quand ça ne va pas, il faut que nous le disions et que nous attirons l'attention de chef de l'État. Bon, donc c'est vrai que toutes ces promesses qui ont été faites n'ont pas été réalisées. Et cela va faire du chef de l'État, va le faire, hein. Il va être très réservé encore à faire des promesses. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est la santé, l'éducation. Je crois que c'est des domaines qui sont très vitaux pour une nation. Et les assises qu'il a souvent énoncées n'ont jamais été effectives, et cela, ça fait mal. Mais j'ai vu quand même que quand en disant il a parlé des structures modernes, régionales, dans les différentes régions, rapprocher les soins des populations. Oui. Bon, je crois que ça là, au moins, bon, j'ai pu quand même souligner cela en lisant. Je crois que bon, maintenant, il nous revient de veiller à ce que, au moins, parce que si les soins sont rapprochés des populations, je crois que c'est tout ce que nous disons. Parce que les gens ne peuvent pas prendre 2 km, 3 km pour aller se faire soigner parce que vous êtes malade. Les gens, même dans ces différentes localités où il faut prendre de vélo, il faut aller à vélo, il faut aller à pied avant que les gens n'arrivent. C'est déjà la mort, c'est déjà le truc qui est déjà aggravé. Et même à Lomé où les gens pensent par exemple que nous sommes mieux lotis, regardez l'état des systèmes de santé. Donc, je crois que le chef de l'État doit faire une action, hein, proposer des actions comme mon collègue l'a dit tout à l'heure dans ses paroles. Si tel n'est pas le cas, ça devient très ennuyeux, rhétorique, mais pas consistant. Alors, mais quand je parlais, Franck, tout à l'heure du chien à boire la caravane, parce que vous prenez l'aspect côté éducation dans le discours. Il dit simplement pour le secteur clé de l'éducation, d'importants défis subsistent pour offrir à nos jeunes apprenants relève de demain un système plus performant. À cet égard, la résorption du déficit des effectifs d'enseignants constituera une priorité dans les efforts à entreprendre. C'est au sein d'une véritable coalition pour l'avenir que je souhaite voir aborder les réflexions et les discussions par l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux pour un esprit de dialogue et de permanente concertation. Point, il passe à autre chose. Ça veut dire rien sur la grève qui a paralysé tout le premier trimestre, même les compositions du premier trimestre n'ont pas été faites à cause de la grève. C'est maintenant qu'on est en train de le faire et le chef de l'État n'en dit absolument rien. Évidemment, c'est là où moi je suis un peu étonné et je me demande qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Est-ce que, puisqu'on le dit souvent, là, tant que vaut l'éducation, tant vaut la notion. Comme on le dit. Mais, lorsque les étudiants, ou bien les enseignants grèvent, ils ont une plateforme revendicative. Oui. Quelle est la pertinence de cette plateforme revendicative? Quelles sont les différentes discussions qui ont été menées? Et quelles sont les différentes solutions appropriées que vous avez pu trouver pour amener nos chers enseignants à reprendre l'éducation? Oui. Rien n'a été dit de cela. C'est là où je me dis, est-ce qu'on veut résoudre des problèmes ou on n'en veut pas? On veut en créer pour déstabiliser le système? On ne sait pas. Et voilà aussi, on dit, on lance un concours pour recruter des enseignants. 1000 enseignants. Est-ce que ces enseignants vont remplacer les grévistes ou bien c'est pour pallier l'insuffisance? Parce qu'on sait que d'ici quelques années, beaucoup d'enseignants vont aller à la retraite. Moi j'ai reçu ici, je crois, dans cette semaine, un groupe d'enseignants qui me disait que la fin de ce mois, il y a presque 3000 qui partent en retraite et il n'y a que 1000 qui rentreront à l'issue du concours. Ça veut dire que le déficit existe encore. Mais si vous avez ce déficit, le peu que vous avez, comment ne pas les mettre à l'aise pour faire un travail efficace? C'est pourquoi moi je dis il faut toujours continuer les discussions. Mais là aussi, il aurait quand même pu dire quelque chose à l'endroit des grévistes, même s'il ne fait pas de promesses, leur dire qu'ils sont en train d'être écoutés. Quand ces grévistes entendront le président de la République penser à eux, ça pourrait quand même évidemment, parce que le président ne participe pas à des négociations. Ce sont les ministres qui participent et ces ministres font le feedback au président de la République. Au moins, si le président de la République est sensible par rapport à ces différentes revendications, ne serait que dire quelque chose, ça permettra aux enseignants de se dire, mais le président a pris en compte nos revendications et que des discussions ou bien des stratégies sont en train d'être fignolées pour permettre que nous puissions trouver des solutions
appropriée à ces différents problèmes. Ce qui n'a pas été fait, ça va encore renforcer les enseignants dans leur position, ce qui est suicidaire pour l'éducation au Togo. Parce que tout le temps dit le niveau baisse. Est-ce qu'on a fait les états généraux pour voir ce qui ne marche pas dans le système éducatif? Le pasteur l'a dit, les différentes assises par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, au assainissement et l'électricité sont les services publics clés dont le petit Togolais, le Togolais lambda en a besoin. Maintenant, si on ne fait pas un diagnostic pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et on navigue toujours dans ce flou, vous comprenez que rien de concret ne sera fait et le niveau va toujours baisser. Beaucoup aussi ont entendu le président, Pasteur Edo, comme ils ont attendu quand même, ne serait-ce que donner une période pour les prochaines élections locales, mais rien là aussi. Là aussi, rien. Il a instruit. Parce que là, je vous pose la question, parce que je me rappelle que vous étiez à l'atelier, vous étiez en salle, vous m'envoyez vos optimismes par WhatsApp, que vous étiez très optimiste. Vous voyez le président de la République, il ne dit rien. Oui, il ne dit rien. Il a dit, il a instruit le gouvernement. Je lis la phrase, j'ai instruit le gouvernement d'engager immédiatement les actions retenues par consensus à l'issue de l'atelier, en y associant étroitement et constamment l'ensemble des acteurs. L'ensemble des acteurs. Oui, c'est vrai que on aurait pu nous donner juste, nous donner, comment on l'appelle, ne serait-ce qu'une période. Une période pour les élections locales, ça allait renforcer nos intentions sur l'atelier. Mais je crois quand même que c'est vrai que on aurait pu mettre la CENI, revitaliser la CENI pour que nous puissions parler de la date exactement. Mais je crois quand même que la dernière fois, je discutais avec un membre du cabinet du ministère de l'Administration qui nous dit effectivement que les activités avancent pour que la CENI soit mise en place. Et il va falloir quand même que la CENI soit mise en place pour qu'on puisse voir les différentes élections et surtout donner la date. De toutes les façons, ce qu'il a dit, c'est vrai quand même que nous ne sommes pas retrouvés par rapport à l'atelier, mais j'estime quand même que les élections locales, la dernière fois dans la salle, il a été quand même dit que s'il faut organiser les élections, il faut quand même une période, pas en 2017, mais jusqu'en 2018, donc il faut avoir 18 mois, entre 18 mois pour l'organiser selon les experts électoraux. Donc, je crois quand même que, comme il a dit au moins dans le discours, notre optimisme, nous gardons toujours notre optimisme. Parce que pour nous voulons que ces élections soient faites, soient organisées, les élections locales soient organisées. Donc on n'a pas besoin d'être pessimiste. Il faut toujours garder notre optimisme pour que ces élections soient... Parce que en tant que pasteur, si je suis pessimiste maintenant, tous les Togolais vont descendre dans l'enfer. Tous les Togolais vont descendre dans l'enfer. Donc il faut qu'au moins moi je garde mon optimisme pour dire le pasteur est optimiste, bon, nous aussi nous allons l'être. Donc voilà. Mais cela est d'autant plus important pour les Togolais, les élections locales. Ailleurs, on aurait pu donner la date. Ça c'est légal. Même s'il avait donné cette date-là, je crois que tous les Togolais seraient heureux. Au moins, nous avons au moins une date. Peut-être nous dire qu'il a instruit le gouvernement pour qu'en 2018, en 2018, qui est les élections locales, ça aurait pu être plus précis et ça allait donner quand même du boom au cœur des Togolais. Mais toujours est-il que ces élections locales-là doivent être organisées. Qu'on le veuille pas, ces élections locales-là doivent être organisées. Oui. Sur le délai, le président n'a rien fixé. Oui, évidemment, puisque le président l'a dit, il a instruit le ministre. Et surtout que moi, c'est un mérite pour le gouvernement. Le fait d'avoir organisé une rencontre nationale. Oui, mais ce n'est pas la première fois qu'on fait des ateliers au Togo. Et vous savez qu'au Togo, nous sommes habitués, quand on veut enterrer un sujet, on fait une commission ou bien un atelier. Évidemment. Et cette fois-ci, au moins, tous les parties prenantes ont assisté à cette rencontre et des commissions techniques ont été formées. Il y a des préalables à faire. Je vous dis qu'au sorti déjà, il y a beaucoup de grincements dedans. Moi, j'ai reçu la NCC, évidemment. Il y a beaucoup de grincements dedans. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours. Parce que lorsque vous voulez quelque chose et que vous attendez pendant longtemps sans pour autant l'avoir, vous n'allez plus croire à ce qu'on vous dit. Mais le gouvernement est conscient qu'il faut aller aux élections locales. En voyant l'état de nos délégations spéciales, qui parfois sont réduites à 2, à 3, et l'efficacité du travail n'est pas ça.
les citoyens parfois ne se retrouvent pas dans l'administration, il va falloir aller aux élections locales. Mais la date, puisqu'il a instruit, j'ose croire que les commissions vont travailler et ces commissions-là vont pouvoir faire leur rapport et à partir de ces rapports-là, on aura une date précise. Puisque selon les ondits, selon les informations que nous avons eues à partir de la rencontre, c'est dans 18 mois, tout peut être clair. Dans 18 mois. Dans 18 mois. Et nous osons croire que dans ces 18 mois, tout sera clair. Et moi, j'ai fait l'analyse. Ça m'amène à voir peut-être que les élections locales vont être couplées aux élections législatives. Dans l'analyse que j'ai eu à faire. Donc je me dis, bon, attendons. Et comme dans une des interventions du passé, elle a dit, les intentions sont là. Nous, acteurs de la société civile, nous devons nous approprier de ces intentions et faire la veille citoyenne. Attirer l'attention de ces différents acteurs. Que évidemment, vous avez pris une décision et par conséquent, il vous reste quel mois. Qu'est-ce qui est fait? Faites-nous l'état des lieux de ce qui est fait jusqu'à ce jour. Et ça nous permettra aussi d'apporter notre contribution. Maintenant, si nous aussi, nous sommes passifs, nous ne faisons rien, comprenez que ça arrange un peuple passif, arranger ses gouvernants. Donc, son gouvernement peut te merci. En tout cas, quoi qu'on dise, 2017, on est qu'en janvier, on va attendre de voir quelles sont les actions qui vont être déroulées au cours des prochains mois. Nous allons revenir, j'aurais aimé qu'on aborde en même temps la question de la commission des réformes, mais je voudrais qu'on revienne parce que sur Facebook, il y a beaucoup de questions qui sont revenues sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. On va aborder ce sujet-là. Je crois que plusieurs organisations de la société civile, Pastor Edo, comme il ne me démentira pas, ont commencé un processus de vulgarisation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le MMLK également a commencé cela. Nous allons regarder ce reportage-là qui revient un peu sur le processus de vulgarisation entamé par le mouvement Martin Luther King. Faisons connaître et respectons les droits de l'homme partout. Tel est le projet qui fera l'objet d'une campagne du mouvement Martin Luther King, lancée ce 22 décembre à Lomé. L'objectif est de vulgariser les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme au Togo. Aujourd'hui, 68 ans après l'adoption de cette déclaration à la tribune des Nations Unies, elle demeure méconnue du grand public. À l'adoption de cette charte le 10 décembre 1948, les Nations Unies ont fait obligation à chaque État de pouvoir traduire cet idéal commun dans l'éducation, dans l'enseignement et dans le vécu quotidien des peuples, des États membres des Nations Unies. Mais il est regrettable que 68 ans après, le texte est resté dans le placard et que les peuples ne sont pas outillés, ne sont pas instruits sur cette charte. Ces tests, une fois connus par la population, permettront une réduction significative de la violation des droits de l'homme. Et pour ce faire, durant cette campagne, le mouvement Martin Luther King portera ses idéaux dans les écoles, qui va nous amener dans les lieux publics, qui va nous amener dans les villages, dans les hameaux les plus reculés, avec bien sûr que ce soit des textes qui sont peints en tableau géant, qui sont peints en flyer, c'est-à-dire en prospectus, pour pouvoir permettre aux gens de savoir qu'il y a au moins un instrument juridique qui tient compte de leur droit. Parce que dès que vous ôtez le droit de quelqu'un, vous lui ôtez sa dignité. Il est prévu dans le programme du mouvement Martin Luther King de traduire la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les langues locales afin d'atteindre les populations à la base dans les prochains jours. Le mouvement recommande également l'introduction de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le système éducatif togolais. Alors ça, c'est le projet du mouvement Martin Luther King. C'est un peu le document qui va être remis aux différentes personnes pour s'approprier les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pasteur Edo Komi, avant de faire un peu le bilan de la situation des droits de l'homme au Togo, je crois qu'on a ouvert le débat même avant de commencer l'émission. Oui. Moi, je regarde un peu avec beaucoup de perplexité, de pessimisme cette déclaration. C'est de très bonnes intentions quand on lit les articles, mais 68 ans après, quand je regarde le monde aujourd'hui, je me dis qu'on se serait passé de cette déclaration-là. Oui, Samuel, tu as parfaitement raison. Quand on voit l'état du monde aujourd'hui, c'est une véritable jungle où les plus forts écrasent
écrase les plus faibles, les riches dominent les pauvres, ainsi de suite. Cela nous amène à dire que 68 ans après, le droit de l'homme, quand ici il s'agit de faire l'état des droits de l'homme dans le monde entier, on dirait que le droit n'est pas respecté. Mais vous savez, l'homme est fait de droit, et de devoir et de droit. Donc il faut les devoirs, donc l'un implique l'autre. Donc pour nous, au mouvement Martin Luther King, nous avons estimé quand même que il y a lieu de porter au moins cette charte-là vers les peuples, leur dire exactement qu'il y a un document au moins qui s'en approprie, et à eux de savoir que leurs droits sont protégés par un national juridique. Mais j'ai envie de vous demander, le fait de savoir qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'homme qui a été faite le 10 décembre, qu'est-ce que ça change dans le quotidien des gens? Ça change. Qu'est-ce que ça change? Vous savez, regardez, écoutez, aujourd'hui, sur le plan universel, l'homme a droit à l'alimentation, l'homme a droit à la santé, l'homme a droit à la sécurité, l'homme a droit à l'éducation, donc l'homme a droit à la vie. Bon, donc si tu sais ça, tu sais que cela fait partie intégrante de ta vie, alors tu dois veiller à ce que si par hasard quelqu'un violait ce droit-là, tu vas lui dire, mais écoutez, ou bien est sur le point de violer ce droit, tu vas lui dire, monsieur, vous êtes en train de violer mon droit. Voilà ce que le droit dit, voilà ce que le droit. Vous savez, l'ignorance, ça fait que, l'ignorance des thèses fait que les gens sont facilement victimes. Parce que supposons que vous allez devant un policier ou bien un commissariat, et que dans les thèses, on dit que dès que vous rentrez au commissariat, alors on commence la déclaration, enfin votre déposition, l'heure de garde à vue commence déjà à partir de cette heure. Donc jusqu'à 72 heures. Donc vous veillez à ce que le droit là, le délai là soit respecté. Mais si vous ne le savez pas, on va vous dire que c'est l'heure où on vous mettra dans la cellule, que c'est le début de la garde à vue. Non, ce n'est pas ça. Dès que vous commencez la déposition, donc votre délai, votre garde à vue commence à cette heure-là. Vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, alors on va vous mettre, vous allez passer plus de 72 heures de garde à vue sans le savoir. Donc c'est des choses qu'il faut que les gens... Et cela, comme je l'ai dit, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'interview, dès que vous ôtez les droits à quelqu'un, vous ôtez sa personnalité. Quand vous violez le droit de quelqu'un, la personne n'est... Parce que c'est ça sa dignité. Donc c'est pourquoi les droits de l'homme, ou bien faire connaître les droits de l'homme aux gens, constitue une force vitale, constitue quelque chose de très important dans le vécu quotidien. Parce qu'il faut que les citoyens sachent qu'ils ont droit à ceci, ils ont droit à cela. Et que, arrivé quelque part, on ne peut pas violer ces droits-là sans qu'ils ne réagissent. Donc c'est ce qui est très important. C'est pourquoi nous avons lancé cette campagne de nommer « Faisons connaître et respectons les droits de l'homme partout ». Alors, vous voyez, ma préoccupation aujourd'hui, il y a de beaux textes. Les articles, les 30 articles, quand on les lit, on est très fiers. Mais depuis 68 ans, le monde va de mal en pis. Il y a les guerres un peu partout. On nous dit que tous les hommes naissent égaux en droit, en dignité et tout. Mais c'est le contraire qu'on est en train de vivre. Il y a des gens qui, je ne sais au nom de quelle loi, se lèvent le matin, n'ont rien à se mettre sous la dent jusqu'au soir, pendant qu'une petite minorité ne sait même pas quoi manger parce qu'il y a l'embarras de choix. Dans ce méli-mélo où on se trouve dans le monde, je me demande à quoi ça sert ces bonnes déclarations qui sont faites. Samuel, permettez-moi de vous dire que moi, je prends la Déclaration universelle des droits de l'homme comme étant un idéal. Un but pour amener les États à pousser des réflexions en matière des droits de l'homme. Et des normes qui sont prescrites dans cette déclaration va amener à poser des actions concrètes en matière de respect des droits de l'homme dans les différents pays. Ça fait 68 ans. Ça fait 68 ans. Mais ce n'est pas comme si c'est aujourd'hui qu'on allait apprendre à respecter ces droits-là. Comment est née cette déclaration? C'est par rapport aux atrocités qu'on a connues à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a pire aujourd'hui. Évidemment. Parce que c'est tout un processus. Si vous constatez bien, vous allez voir que la déclaration universelle, les différents articles font le corpus de notre Constitution. Si nous prenons le préambule de notre Constitution, le préambule a cité ça. Les différents titres font recours à cette déclaration universelle. Donc c'est un référentiel
pour les différents tests qui doivent gouverner notre pays. Et pire encore, pas pire, pour aller plus loin, je dirais que dans un État en voie de démocratisation, il va falloir qu'on fasse la promotion des droits de l'homme. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans État de droit. Et l'État de droit va avec le respect des droits de l'homme. Et par conséquent, la promotion ou la vulgarisation de cette déclaration universelle des droits de l'homme s'avère important, nécessaire. Et que toute la population doit s'approprier de ces différents tests. Et ça permettra de les éveiller, comme l'a dit le pasteur, et de pouvoir réclamer à un moment donné leurs droits. Mais si vous êtes dans l'ignorance et que le test fédérateur même des différentes constitutions des pays, vous n'avez pas connaissance de ce test, je pense que ce n'est pas du tout bon. Et que je loue l'initiative de Martin Luther King, parce que c'est une initiative qui, normalement, doit être pérenne. L'État même doit récupérer ça. Je me rappelle, c'était en 99-98. Le feu et Adema, au lycée de Tekoya, a amené le livret, le petit livret de la Déclaration universelle des droits de l'homme et a distribué aux élèves. Cela suppose que l'État a conscience des droits de l'homme et l'État veut faire la promotion des droits de l'homme. Mais pourquoi ce acte salutaire du chef de l'État, le gouvernement n'a pas pu continuer? C'est pourquoi je félicite encore le mouvement pour le simple fait que le plaidoyer va être mené et nous osons croire que la CNSC va les appuyer pour que le gouvernement puisse intégrer dans le curriculum de l'éducation civique les droits de l'homme. Je pense que même le ministère des droits de l'homme a pensé à cela. Il va falloir que la société civile aussi porte ça. Maintenant, pour ce qui est de ce qu'on constate dans d'autres pays, il est bien vrai, les principes sont là, les intentions sont là. Même lorsqu'on va adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme, certains pays ne l'ont pas adoptée. L'exemple, c'est l'Afrique du Sud, à cause de l'apartheid. À l'époque. À l'époque. Et il y a la Russie aussi. Donc cela veut dire que des gens peuvent ne pas se retrouver dedans, mais avec le temps, en faisant chemin, vont se dire, ah, c'est un test louable, c'est un test qui va permettre de faire régner la cohésion sociale dans les différentes communautés, dans les pays, et par conséquent, il faut aller vers. Maintenant, l'exemple de la Syrie, de la Turquie et de la Libye sont révélateurs. Alors, ça montre qu'au-delà des intentions... Vous imaginez que c'est les grands donneurs de leçons en matière de droits de l'homme qui vont polluer ces pays-là. Et là, je me pose la question de savoir où se trouve l'universalité des droits de l'homme. Donc, comme je l'ai dit, c'est un idéal. Ça va amener les gens à pousser leurs réflexions pour voir comment, au quotidien, on va intégrer les droits de l'homme dans nos différents tests pour permettre la cohésion sociale. Parce que, vous le savez, ça c'est un processus. Le monde d'avant 1945 ou 48 n'est pas le monde d'après 1948. Vous comprenez? Et par conséquent, lorsque on a déjà fait la promotion de cette déclaration régulièrement, les gens vont prendre conscience de l'importance des droits de l'homme parce que nous devons mettre l'homme au centre de toutes nos préoccupations. Et si nous mettons l'homme au centre de toutes nos préoccupations, il va falloir que nous développons les stratégies pour permettre à cet homme-là de pouvoir s'épanouir. Et c'est le respect des droits de cet homme-là. Moi, ma préoccupation, pasteur Edo, elle reste toujours posée. Je me rappelle quand nous étions encore sur les bancs, on nous disait que nous avons le droit à l'alimentation, n'est-ce pas? Oui. Et je me rends compte, étant dans la vie active, que tout le monde n'a pas le droit de manger les mêmes choses. Il y a des gens qui ont plus de droit à manger des choses plus copieuses, pendant que d'autres se contentent du menu frétin. Et tout cela, ces personnes sont des intellectuels qui connaissent ces droits-là, mais ont du mal à les garantir aux plus faibles. Alors, à quoi ça sert de dire aux plus faibles? Eh bien, connaissez vos droits quand ceux qui sont censés les faire appliquer ne le font pas. Oui, Samuel, je crois que, comme il a dit tout à l'heure, la charte de la Déclaration universelle des droits, c'est un véritable idéal. Et à l'adoption, les Nations Unies ont fait obligation aux États membres de les enseigner, d'instruire les peuples pour que ces peuples-là puissent être dans la mesure de ces droits.
Mais par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que le monde, l'injustice est criarde dans le monde. C'est vrai que certains trouvent à manger, d'autres n'en trouvent pas. C'est tout à fait normal. C'est vrai que le droit à l'alimentation, on aurait pu, si aujourd'hui, au Togo, il est décidé que tout le monde, les 7 millions de Togolais, mangent convenablement par jour, cela peut être possible. Parce qu'il y a des gens qui en ont, qui peuvent au moins prendre en charge 1000 personnes. Une seule personne peut prendre en charge par jour 1000 personnes. Et cela, si on le fait, personne ne serait en train de mourir de faim. C'est tout à fait normal. Et c'est ça, droit à l'alimentation. Mais il s'est fait que la nature étant ce qu'elle est, et comme tu le dis, les tests sont là, mais les appliquer pose problème. Et surtout quand ceux qui ont la force, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la force, c'est eux souvent qui violent ces droits. Parce qu'ils estiment ailleurs même, ils estiment que faire connaître ces droits aux gens, cette charte-là aux autres. Ça va les éveiller, ça ne leur sert pas. Ça va les éveiller, ça ne les sert pas. Peut-être que nous, en faisant ça, ailleurs, on serait en train de nous voir de mauvais yeux. Que nous voulons éveiller l'attention, la conscience des gens sur ces sujets. Qu'il y a une charte qui défend leurs droits, une charte qui préserve leurs droits. Donc, il faut qu'ils en prennent connaissance. Donc, c'est ça le monde. Mais il va falloir quand même que ce n'est pas parce qu'on est pauvre, qu'on ne doit pas réclamer ses droits. Je crois que si les pauvres connaissent leurs droits et que régulièrement ils le réclament, j'avoue que ça finira par faire tâche d'huile. Ça finira par faire cas d'école. Et les plus forts seraient en train de savoir, seraient en train de se dire, écoutez, mais ces gens-là, si nous ne les cédons pas au moins le minimum, ils finiront par avoir tout de nous. Ils finiront par arracher tout de nous. Comme dans la Bible, ce juge inique qui ne craignait pas Dieu, qui violait les droits. Donc, tu as vu cette veuve-là qui est allée. Aujourd'hui, je suis venu, il faut que tu me fasses, si tu ne me fasses pas de justice aujourd'hui, je vais te casser la tête. Donc, tu vois. Donc, la veuve-là, finalement, est arrivée à savoir qu'elle a son droit, elle doit réclamer son droit. Donc, c'est comme ça. C'est pour cette raison que ceux qui sont pauvres, ceux qui sont faibles aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin. Et ils doivent rester dans cette logique de connaître ce qu'ils doivent savoir comme leurs droits. Et à force de les revendiquer, ils finiront par avoir gain de cause. Donc, c'est ça, le constat que tu fais, c'est le même constat que nous aussi nous faisons. Que, pourquoi 68 ans après, la charte des déclarations universelles des droits de l'homme est restée encore dans les placards où personne n'en fait la divulgation, personne n'en fait la publication. Bon, donc, c'est ça. Le monde sera ainsi, mais il va falloir quand même que ceux qui sont piétinés aujourd'hui se relèvent, disent que nous n'allons pas rester piétinés, nous aussi nous allons nous lever et revendiquer nos droits. Et on finira par avoir quand même un monde, c'est vrai qu'on n'aura jamais un monde aussi équitable que ce soit, mais quand même on tendrait vers cet idéal-là d'équité et de justice. Alors je crois, si je lis l'article 11 de cette déclaration, il dit que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Je me rends compte que de plus en plus dans nos geôles, il y a des gens qui sont accusés, on n'a pas de preuves, mais qui restent en prison 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et plus même pour certains. Alors, devant cette situation-là, j'ai bien envie de vous demander, à la lumière de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est-ce que 2016 a été au Togo une année où les droits humains ont connu une certaine avancée, puisque vous êtes dans le domaine? Évidemment. Et là, je vais répondre à 2 niveaux. Et lorsqu'on voit globalement, on peut dire qu'il y a une avancée par rapport à un certain nombre de droits et par rapport à des formations que le système des Nations Unies, les différents partenaires ont eu à donner aux acteurs étatiques. Ce réflexe est né en eux de pouvoir respecter un tant soit peu le minimum. Là, si on va dans ce sens, on peut dire globalement, ça a un peu avancé. Il est bien vrai, la liberté d'expression existe aujourd'hui, bel et bien, même si parfois c'est réprimé. Ce débat que nous organisons aussi
il y a un temps donné, on ne pourrait pas se retrouver ici, on ne pouvait pas le faire. Ce qui veut dire qu'il y a une avancée. Là, il faut reconnaître ça. Maintenant, beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Le pasteur l'a souligné. Si nous prenons l'article 11 que vous venez de dire, nos prisons sont tellement gorgées, c'est parce que même les présomptions d'innocence ne sont pas respectées. On dirait que c'est la présomption de culpabilité. De culpabilité, les gens sont enfermés d'abord. Et puis, les gens n'ont pas de moyens pour se défendre. Pour se défendre. Alors, ils restent en prison pendant des années. Et je me rappelle, en 2010-2011, le Centrafrique Bota a fait une activité par rapport à la modernisation de la justice, où nous avons commis des avocats pour assister des détenus. Et c'est un peu pénible. Comprenez que des gens sont accusés sans pourtant savoir le pourquoi. On les a enfermés, sont détenus. Ils ont fait des années en prison. Ça veut dire que les droits... Alors que dès qu'on vous interpelle, on doit vous signifier le pourquoi. Au même temps. Parce que dans les préfectures, les juges se font voir. Ils sont en même temps les magistrats. Les CB, les autres. Les CB autres là. Il y a une complicité non dite entre eux. Et lorsqu'on te soupçonne, sans pour autant vérifier les causes, on t'enferme. Et vous allez couper en prison. Vous voyez? Donc, les différentes détentions que nous avons constatées existent. Même notre nouveau code pénal, qui pénalise maintenant les journalistes par rapport à la 497. En tout cas, l'État a dit que ce n'est pas une épée de Damoclès sur notre tête. Nous osons croire cela. Nous osons le croire. Nous osons le croire. Parce que juste à ce jour, il n'y a pas de ce cas-là qu'on a constaté. Donc, nous osons croire que ce n'est pas l'épée de Damoclès. Donc, je pense qu'il y a des efforts qui restent à faire. Si on veut s'inscrire dans cette dynamique de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que nous-mêmes nous avons accepté, intégré dans notre test, j'ose croire que chaque acteur doit jouer sa partition pour que les droits de l'homme soient effectifs au Togo. Pasteur Edo Kondi, votre résumé de l'année 2016 en matière d'évolution des droits de l'homme, ça a évolué dans le bon sens ou dans le mauvais? Oui, je dirais, c'est en dents de scie. C'est en dents de scie, mais tout ne doit pas être peint en noir. Ça, il faut avoir le courage de dire qu'il y a certaines avancées. Quand vous prenez les droits des enfants, vous prenez les droits des femmes, je crois quand même que, même quand nous prenons les droits des détenus, il y a quand même de l'amélioration. Ça, il faut le reconnaître. Parce que vous allez aujourd'hui, entre-temps, quand vous allez en prison, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien. Il n'y avait pas de convivialité entre les détenus et les geôliers. Mais aujourd'hui, vous savez, avec les surveillants pénitentiaires, c'est de là. Il y a comment on l'appelle, il y a une certaine amitié, une certaine convivialité entre eux, et cela passe très bien. Et ça fait que même les détenus se sentent au moins pas à l'aise, mais quand même dire qu'au moins quand même ils ont des interlocuteurs. Parce qu'à l'époque, c'était des violences, c'est des gens qui sont violents, on vous tabasse, vous êtes là, on vous tabasse, on vous met encore dans d'autres cellules en prison. Là, tu vois que vraiment ça rend très coriace, très difficile la vie. Mais quand on revient, on dit non, les efforts sont faits, mais quand même il faut reconnaître, comme il dit tout à l'heure, détention préventive trop longue. Les gens sont en prison 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Vous savez, il y a un Nigérien en prison aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qui est en prison, 10 ans en prison, 10 ans en prison en détention préventive pour affaire de drogue. 10 ans. En détention préventive. Il y a un lieutenant Kola qui est là, 7 ans, pour affaire d'homicide involontaire. Alors que les textes prévoient une peine, le code pénal prévoit une peine de 2 à 3 ans. Maintenant, il est en prison de 7 ans. Quoi, c'est parce qu'il ne connaît pas ses droits ou quoi? Mais c'est pas parce qu'il ne connaît pas ses droits. Il connaît, ce lieutenant connaît bien ce droit. Oui, mais alors quoi? Mais là, il va sortir. C'est l'encore de la violation. C'est la violation. Et qui va sortir? Qui va sortir? Ben, le prophète Maranatha qui est là, 3 ans, bientôt. On ne dit rien de la substance. Donc, vous voyez, ça fait que on ne peut jamais parler de l'état de droit et de la démocratie sans que la justice ne soit indépendante.
Parce que c'est la justice qui préserve les individus, qui garantit les libertés individuelles. Alors, donc, est-ce qu'on... Non, pour dire que le Togo venait de passer à l'évaluation périodique où il y a eu plus de recommandations qu'avant. Il y a eu plus de recommandations qu'avant. Ce qui veut dire que l'État togolais a encore beaucoup de choses à faire. Mais je dis, il y a des avancées, mais l'État a encore beaucoup de choses à faire. Veillez à ce que au moins les droits élémentaires soient respectés. Les droits élémentaires soient respectés. Et cela, en le faisant, on pourrait penser que le Togo soit sur la voie de la démocratie. Mais à l'état actuel, je dis que il y a beaucoup de choses à faire. Donc en 2016, je dirais que le Togo a été un mauvais élève. Un mauvais élève. La note, le Togo ne peut pas avoir plus que la moyenne. Donc c'est médiocre pour le moment. Mais est-ce que c'est essentiellement la situation dans les prisons qui aggrave plus l'évolution des droits de l'homme au Togo? Non, mais pas seulement la situation dans les prisons, comme il a souligné. La même de l'exécutif sur le judiciaire. Ça aussi, c'est un élément. Mais ça, c'est au judiciaire lui-même de prendre son indépendance. Évidemment, malgré la modernisation de la justice. Oui. S'il n'y a pas des juges courageux pour prendre leur indépendance, qu'on n'accuse pas l'exécutif. Non, vous savez, lorsqu'on parle de la même mise de l'exécutif sur le judiciaire, c'est que parfois, l'exécutif intervient dans le rendement des justices. Mais c'est au juge de le recadrer, de lui évidemment. Dire, et le mal pour nous, les Togolais, c'est on a peur d'être affecté dans un village où on ne trouvera plus rien à faire. Il n'aura plus d'affaires. Ou bien même de peur de perdre son poste. Et par conséquent, on essaie de respecter. Si vous voyez tout ce que nous avons comme problème foncier, oui, bien sûr, le problème foncier. Mais il y a même un cas d'Indier qui s'est passé. Bien sûr, et qui se passe encore. Hier même. Vous comprenez que si les juges rendent effectivement la justice, ces états de choses ne peuvent pas se passer. Et le drame, par exemple, dans l'affaire de Davier, c'est que moi, j'aurais appris que l'avocat de la dame est un acteur politique de l'opposition. Oui, bien sûr, justement. Membre d'une coalition politique bien connue. D'un certain nombre de choses. Tout est flou, finalement, on ne comprend plus rien. Alors, ça veut dire, moi, j'ai envie de dire que le manque de respect, c'est pas que du pouvoir. Oh, mais c'est vrai. Mais tout le temps, la plupart des temps, c'est ceux qui ont le pouvoir qui violent plus. Parce qu'ils sont plus forts, ils ont de l'argent, mais ils ont beaucoup. Ils ont le monopole de la violence. En quelque sorte, le monopole, ils ont le monopole du pouvoir. Donc, et ils sont plus exposés à violer les droits, les droits. Mais il faut dire que les droits de l'homme, il y a les droits civils, les droits politiques, les droits sociaux, économiques et culturels. Donc quand on prend tout cet ensemble-là, donc on peut facilement dire que c'est vrai. Ça, il faut que le Togo fait des efforts, mais comme il vient de le dire, le code foncier, les litiges fonciers. Les litiges fonciers aujourd'hui deviennent un véritable cas, des véritables cas que l'État doit veiller, doit avoir son droit de regard pour que non seulement au niveau de la justice, mais qu'il y ait un code foncier bien élaboré, parce que on constate que il y a des gros bras qui se lèvent, qui deviennent d'ici du jour au lendemain propriétaires terriens alors qu'ils ne l'étaient pas. Des gens, même dans le cas de David, ont des titres fonciers longtemps, qui datent de longtemps. Mais aujourd'hui, on les a mis dehors. Donc, et c'est ça qui se passe un peu partout. Et ça, souvent, avec la complicité des hauts gradés et puis des hommes de la justice. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le Togo a beaucoup d'efforts à fournir en matière de respect des droits de l'homme. Alors, je reviens maintenant sur Facebook. Il y a une question qui est essentiellement adressée à la CNSC, mais que je vais vous poser vers la fin, parce qu'elle pourrait vous faire un peu mal, je ne sais pas. Alors, il y a Elom Konouche qui dit « Pasteur Edo Komi, bonne et heureuse année à vous. Félicitations pour vos efforts louables pour la défense des biens, du bien-être des Togolais en général et des faibles Togolais en particulier. Ma question se résume à deux volets que vous... ils abrègent tellement que j'ai du mal à me retrouver. C'est ça. Que pouvez-vous dire sur l'état des droits de l'homme au Togo? Je crois que c'est ça qu'on vient de parler tout à l'heure. Alors, il continue. Le bien-être des Togolais passera nécessairement par l'alternance
au pouvoir. C'est une question. Est-ce que le bien-être des Togolais passera nécessairement par l'alternance au pouvoir? Vous d'abord. Oui, mais c'est vrai que si on le prend globalement, on dirait que les Togolais veulent voir mieux que ceux qui voient aujourd'hui. Oui. Les Togolais veulent être bien gouvernés aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir. Mais les expériences ailleurs ne sont pas aussi élogieux. Parce que quand ceux qui réclament le pouvoir l'ont finalement, c'est pire que ceux qui sont... Des fois c'est pire que plus que ceux qui l'étaient. Bon donc, mais aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que la lutte pour tous les Togolais, le souhait de tous les Togolais, c'est de voir l'alternance possible au Togo. Ben, cela ne veut pas dire qu'il faut chasser ceux qui sont là pour qu'ils ne soient pas des Togolais. Mais là, lui, il demande, est-ce que le bien-être des Togolais passera nécessairement par l'alternance au pouvoir? Le bien-être, oui. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui peuvent aussi... Ils pensent quand même au bien-être des Togolais. Peuvent aussi agir pour le bien des Togolais. Ou bien pensent au bien-être des Togolais. Mais ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qu'on doit recadrer pour que les Togolais se sentent mieux gouvernés. Bon, donc, pour conclure, qu'aujourd'hui, les Togolais, pour leur bien-être, il faut l'alternance. Sur la même question. Oui, évidemment. Ne perdons pas de vue que les institutions restent telles et que ce ne sont que des hommes qui incarnent les institutions. Maintenant, ça dépend de la crédibilité de ces hommes-là à animer les institutions et à pouvoir développer des services publics qui sont en adéquation avec les besoins réels de la population. Oui, c'est vrai. Mais si cela n'est pas fait, quel que soit le gouvernement qui va venir, si la vision n'est pas claire, un programme politique de société qui n'est pas clair, bien fignolé, l'alternance ne va pas résoudre le problème. Donc pour nous, ce sont les hommes qui incarnent. Et aussi, je vais leur pour dire, souvent, nous mettons dans l'alternance le départ de l'unir et être remplacé par opposition. Et je ne sais pas de quelle opposition dont on parle. L'alternance ne veut pas dire ça. L'alternance au pouvoir, ça peut passer par les hommes seulement, qui ont la magistrature. Et par conséquent, c'est nous les Togolais qui devons travailler pour notre bien-être. Si on nous sert un discours pour le simple fait que lorsqu'il y a alternance, il y aura amélioration, je pense que c'est une illusion. Maintenant, le problème, c'est la gouvernance. Si on assainit la gouvernance dans tous les domaines, démocratie et politique, gouvernance économique, développement socio-économique, gouvernance des entreprises, si tout est bien géré, je pense que quel que soit l'homme qui va incarner le pouvoir, je crois le Togolais, va bien vivre. Et la pauvreté qu'on voulait tout le temps résorber, qu'on n'en arrive pas à faire que le taux de pauvreté augmente encore, c'est parce que nos politiques ne sont pas en adéquation avec ça, comme je l'ai dit. Donc il va falloir que nous repensons les choses. Et que ce n'est pas seulement l'alternance qui va améliorer, mais c'est les institutions et comment les institutions fonctionnent, les hommes qui incarnent les institutions. Est-ce que ces hommes-là travaillent pour l'intérêt de la population? Et c'est pour leur propre intérêt. Sauf que ceux qui vont venir, comme vous l'avez souligné, dans d'autres pays, c'est pire que ceux qui sont partis. Donc il ne faut pas qu'on nous serve ce repas de alternance va améliorer notre situation. Malheureusement, c'est ce que l'opposition a comme programme de société, c'est de dire que 50 ans, ça suffit, il faut l'alternance. On dirait que ce serait la panacée. Oui, ça là, je dis, c'est parce qu'on en a marre d'un régime. On en a marre d'un seul régime, parce que vous voyez, une même personne, ou un régime pendant 50 ans, est-ce que c'est seulement ce régime qui peut apporter le bien-être des Togolais? Oui, mais est-ce que d'autres ne peuvent pas venir pour faire leurs preuves? Le fait de dire simplement que c'est l'alternance parce qu'ils ont fait 50 ans. On a vu dans d'autres pays des systèmes qui ont fait 40, 50, 60 ans. Si. En Allemagne, Angela Merkel veut briguer un quatrième mandat. Donc, ce n'est pas tant les personnes, comme vous le dites, c'est peut-être la gouvernance qu'il faut voir. Évidemment. Oui, non, évidemment. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, je crois quand même que
c'est vrai quand même que si nous prenons l'état actuel aujourd'hui de notre pays, il faut quand même avoir le courage de dire que certaines choses évoluent. Mais il va falloir quand même que, à un certain moment, par exemple, quand vous prenez l'impunité, prenez juste l'État, prenez juste le cas de la route de Lomé-Vaughan pour voir les 26 milliards se volatiliser. Le ministre a dit qu'il n'y a pas encore eu de contrat. Se volatiliser. Aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait quoi dans cette affaire des 26 milliards. Et on nous a dit que l'entreprise a pris l'argent pour s'équiper, son parc matériel. Pour s'équiper. Oui. Et puis, pour n'avoir rien fait. On ne nous dit pas la suite, mais pour n'avoir rien fait. Je ne sais pas si... Puisque actuellement la route là est à refaire. Oui. Et à refaire à zéro. Il y a pas, rien n'a été fait. C'est à refaire. Quelle est la procédure de passation de marché? Et que les règles sont respectées. Bon, apparemment, oui, c'est ce qu'ils nous disent. Comment vous avez une entreprise qui n'a pas de machine, de matériel, et vous le confiez, alors que ça fait partie, c'est l'une des conditions. Parce que moi, je suis allé à l'information. Pour pouvoir soumissionner. Je suis allé à l'information, on m'a dit que l'entreprise a soumissionné en bonne et due forme. Il avait le matériel. Maintenant que l'argent a été débloqué, elle a décidé de s'équiper. C'est ce qui m'a été dit. Dans des pays normaux, l'entreprise doit être fermée. Bon, mais là-dessus, parce que moi, je me dis, au lieu aussi, peut-être de chaque fois dire que c'est mauvais, pourquoi, par exemple, les organisations de la société civile ne se constituent pas en partie civile, je ne sais pas moi, pour intenter un procès contre X pour mauvaise gestion. Non, je crois quand même que c'est ce qui nous manque. Ça, il faut avoir le courage de dire que ça nous manque au Togo. Nous n'intentons pas des actions contre l'État dans ce domaine. C'est vrai quand même en matière de droits de l'homme, où par exemple Kassita a intenté des actions contre l'État en justice ici comme à Abuja. Mais en matière de gouvernance économique, là je crois quand même que nous avons encore de chemin à faire. Il va falloir quand même qu'on s'organise pour intenter des actions contre le gouvernement en matière de contre X pour n'avoir pas amené des chantiers à la fin, pour avoir laissé des chantiers en queue de poisson, quand vous voyez un peu partout où on ne sait pas ce qui se passe. Donc je crois quand même qu'il y a lieu quand même que nous en arrivions là, comme ça se fait dans les c'est l'argent du contribuable. Bien sûr, c'est l'argent des enfants qui allons payer ça. Nous-mêmes, nous commençons déjà pas à payer, nos enfants paieront. Alors, la même personne, il dit en bonus, c'est une question qu'il amène en bonus. Et quel sera votre souhait pour cette année en cours pour tout l'ensemble des Togolais, surtout aux hommes politiques? Vous d'abord. Oui, puisque c'est une question qu'on va aborder. Certainement. C'est que pour nous, c'est la société civile d'une façon générale, et à la salle de la CNC, c'est que les Togolais puissent amorcer les réformes. Parce que nous avons des recommandations qui datent de 2006 jusqu'à ce jour, et que le Togolais attend ces réformes. Et c'est ces réformes-là qui vont amener le Togolais à avoir confiance en ces institutions et à accompagner ces institutions-là. Si les réformes ne sont pas tenues, ne sont pas faites, j'ose croire qu'on va encore finir l'année là très 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 mal. Oui, je crois quand même que les acteurs politiques, parce que souvent c'est eux ils sont les acteurs politiques, doivent veiller à ce que les réformes auxquelles nous attendons, ça fait longtemps que tout le monde s'attend à cela, que ces réformes soient faites, étant donné que ces réformes vont définir de nouvelles orientations pour la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale, et permettre aussi la stabilité de notre pays. Et surtout, permettre à notre pays de pouvoir se mesurer par rapport aux autres en matière de gouvernance politique. Donc cela c'est très important. Et au chef de l'État, nous adressons au chef de l'État, lui nous disons que avec sa commission qui vient de mettre en place, même si beaucoup de personnes ne croient pas à ça, nous estimons quand même que c'est un pas qui est franchi, parce que ça fait longtemps, c'est depuis 2014 que cela a été annoncé. Il y a lieu quand même que aujourd'hui cette commission qui est mise en place puisse se mettre au travail et donner des orientations, des pistes qui rapidement permettront d'aboutir aux réformes. Parce que ces réformes sont vraiment indispensables pour nous aujourd'hui. Darou Lidewe envoie un commentaire, il dit: en matière de droits de l'homme au Togo, beaucoup reste à faire malgré la petite volonté du gouvernement Fort 3.
La détention arbitraire du demi-frère du président de la République, Faure, par exemple, en est une illustration. Par ailleurs, le retard du discours du président de la République ne nous étonne pas, car nous estimons qu'il ne sert à rien de parler pour ne rien faire après. C'est pour cela que nous demandons au président de la République qu'il mette les points sur les i en redynamisant le secteur éducatif et la santé au Togo. Aux membres de la commission de réflexion sur les réformes, nous leur souhaitons du courage, tout en leur demandant beaucoup de sérénité dans leurs tâches. Joël a lancé, il dit bonne et heureuse année à vous, pasteur Edo Komi. 1. La commission de réflexion, il met en parenthèse, je mets un accent particulier sur le mot réflexion, sur les réformes dont parle le président de la République. Ne trouvez-vous pas, pasteur, que c'est une façon de nous distraire, une sorte de refus indirect d'opérer les réformes? Alors là, je crois que c'est une belle perche qui nous est tendue pour aborder donc notre sujet sur les réformes constitutionnelles, institutionnelles, politiques, électorales. Disons que le Togo a beaucoup de réformes à faire. En cela, le président de la République nous a surpris en publiant ou bien en signant le décret de nomination des membres de la commission, parce que beaucoup ne le savent pas. On connaissait la présidente de cette commission depuis fort longtemps, Awa Nana Dabouya. Maintenant, on connaît les membres. Avant de revenir à la question de l'internaute et de faire le débat, vous avez vu un peu la composition. Certains disent que ce sont presque tous des gens proches du pouvoir. Oui, c'est vrai quand même que la composition de cette... je vais rappeler la composition à la présidente Awa Nana Dabouya. Il y a l'ancien Premier ministre Artem Aomezounou. Il y a l'ancien ministre, le docteur Iou. L'ancien ministre Ayassor. Vous avez le professeur Doji Kokoroko. Vous avez le professeur Soham Machana. Et vous avez également le professeur, son nom m'échappe. Poda. Voilà. Alors, donc, eux, ce sont trois universitaires. Et puis, vous avez des politiques qui sont des classiques, des gens auxquels on est habitué. C'est une commission qui n'est pas ouverte. Pourquoi? Oui, la commission, on aurait souhaité que cette commission soit mise en place d'une manière consensuelle, dans l'esprit de l'APG, puisque depuis là, nous sommes toujours dans le prolongement, enfin, le prolongement, ou bien les restes, enfin, comme on le dit, des reliquats de l'APG. On aurait souhaité cela. Ça n'a pas été le cas. Mais seulement, nous disons que c'est vrai qu'il y a tellement eu de commissions dans ce pays dont les travaux n'ont pas servi à de grandes choses. Mais cette fois-ci, le chef de l'État doit être conscient que les réformes sont impératives. Qu'on ne le veuille pas, les réformes seront faites. Et en mettant cette commission en place, c'est vrai que beaucoup de personnes, beaucoup de Togolais voient en cette commission un moyen dilatoire ou carrément de refus de faire des réformes. Ah, pourquoi? C'est à cause de ceux qui le composent? Oui, il y a aussi cela. Il y a aussi cela parce que quand vous voyez, le Premier ministre a été déjà aux affaires, il n'a pas pu faire les réformes. Le ministre... je me rappelle qu'une fois... Le ministre, on le connaît aussi par ses écrits. Il est plus un activiste. Lors d'une des déclarations de politique à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Artem Aomezounou avait dit que les réformes allaient être faites, qui n'ont jamais été faites finalement. Oui, mais voilà, tout ça là. Et puis les universités, on les connaît. Le professeur Kokoroko, président de l'université de Lomé. Il est dans le truc il était à l'atelier de Ashbrook. Et quand on lui posait la question sur les réformes, il dit ne peut pas dire exactement quelle forme. C'est aussi ça aussi avec les universitaires. Quelle réforme Ils sortent de grosses formules pour embrouiller les gens finalement. Pour embrouiller les gens justement. Mais j'avoue que le chef de l'État, c'est lui le seul capitaine. Mais est-ce que là, lui aujourd'hui même s'il est le seul capitaine, ce qu'il a mis là, est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose de positif? Ce qu'il faut savoir, moi je dis que ceux-là sont venus seulement pour tamiser ce qui a été déjà fait. CPDC a travaillé, CPDC renouvelé, Togo Télécom 1 et 2, et puis même l'atelier de Ashkoun. Donc tout ça a été déjà fait. Je crois que tous les documents sont là. Aujourd'hui, ils ne viennent que tamiser, et puis poser, arranger les choses et remettre au chef de l'État. Bon, donc, ils doivent aussi être conscients que l'avenir de ce pays entre dans leurs mains. La destinée de ce pays entre dans leurs mains. Et ils doivent s'inscrire dans cette logique de donner au Togo une nouvelle, un décollage démocratique. Donc, s'ils
s'ils le font, ils le font pour servir la cause de la nation. Je crois que le chef de l'État les a mis là-bas pour servir la cause. Moi, je dis pour servir la cause de la nation. En tant que pasteur, pour servir la cause de la nation. Bon, donc, tous les commentaires qu'on peut faire, chacun est libre de le faire, mais nous estimons quand même qu'il est trop tôt. Pour moi, il est trop tôt, parce que c'est une commission qui est mise en place. Il est trop tôt pour les critiquer nous quant à ce qui nous concerne. Mais tout ce que nous pouvons leur dire, nous leur accordons, comme on le dit, le bénéfice du doute, mais tout ce que nous pouvons dire à ces membres de commission, c'est de veiller à ce que l'intérêt national soit préservé et surtout que le Togo sorte de cette zone-là qui ne nous honore pas, parce que chaque fois on parle du Togo et surtout quand on parle aujourd'hui des réformes, les réformes que tous les Togolais veulent voir aujourd'hui faire, mais si on se lève aujourd'hui même, on passe à l'Assemblée nationale, on dit ok, écoutez, un scrutin à 2 tours, limitation du mandat. Déjà pour les Togolais, ça suffit. Déjà pour les Togolais, alors qu'il y a d'autres réformes qu'il faut faire. Des réformes constitutionnelles, c'est-à-dire quand vous prenez la CENI, vous prenez la Cour constitutionnelle, la Hague et autres, donc il y a aussi tout ça à faire. Quelle réforme politique nous voulons, quel régime politique nous voulons, donc il y a tout cela qu'il faut faire. Bon, j'avoue quand même qu'ils ont un travail à faire, mais le travail a été déjà fait, ils n'ont qu'à rapidement. Le délai n'est pas encore même reparti, on ne sait pas le délai, mais il faut que tout aille vite pour que rapidement nous puissions déboucher sur l'organisation des élections locales, avant les élections locales et puis même les législatives et les locales prochaines. Franck Kepomé, revenons sur la composition elle-même, elle vous rassure? Évidemment, c'est une composition, comme beaucoup de gens l'ont dit, que c'est comme d'universitaires et des quartiers du régime. Et mais si on va loin, dans la déclaration du chef de l'État, il a dit que le problème de réforme est très sensible et qu'il faut confier ça aux universitaires. Donc, parce que c'est les plus, je sais pas moi, voilà, les plus parce que les acteurs Togo, politiques ne s'attendent pas là-dessus. Parce que depuis l'APG... Rien ne nous dit que les universités eux-mêmes s'entendent. Hein? Depuis l'APG, il a été dit que le gouvernement d'Union nationale qui sera issu de l'APG va amorcer les réformes. Rien n'a été fait. Les différents gouvernements successifs n'ont rien fait. La CVJR a posé les jalons. Si vous voyez les différentes recommandations des missions d'observation, c'est que les points sur lesquels on doit faire les réformes, ces points-là existent déjà. On les connaît très bien. Maintenant, c'est ça qui m'inquiète. Commission de réflexion par rapport à quoi? Est-ce que c'est maintenant cette commission qui va réfléchir pour dire aux citoyens ou bien aux Togolais que voilà les réformes qu'il faille pour vous? Ou bien c'est, va faire, comme l'a dit le pasteur, un package des différentes propositions qui existent déjà, de tamiser, de faire ressortir des éléments. Et si c'est ça, souffrez que ces réformes-là ne vont pas se faire d'ici 5 ans. Parce que les points sont là. C'est pourquoi moi je dis souvent, pour faire une réforme, soit c'est le mouvement populaire qui amène à faire des réformes, ou soit c'est l'opposition qui introduit des tests. Ce qui n'est pas le cas. Ça ne peut pas passer. Même le mouvement populaire, puisque la CNS a essayé pour un plaidoyer pour les réformes. Justement, c'est passé où ce plaidoyer? Je ne vais pas en parler. Non, vous avez lancé. Arrivé à lancer le processus, arrivé à un moment, on s'est dit, bon, par rapport à l'évolution des choses, et puis c'est ça même qui a amené les acteurs politiques, l'opposition à proposer un test. Donc, du moment le politique, ça n'est rentré dans le jeu. Nous, acteurs de la société, on dit non, il faut laisser les politiques. Mais là, vous avez vu, ils ont échoué, lamentablement. Ils ont échoué. C'est là où je dis que même l'opposition ne peut pas amorcer de réformes dans le cas espèce du Togo. Même si c'est le pouvoir, soit le pouvoir fait des réformes, et ça attelle à cela. Un jour où c'est le camp en opposition qui arrive au pouvoir, ça va aussi changer les règles de jeu. Maintenant, il va falloir que les deux acteurs, les deux entités s'attendent. Pas consensus. Et pas consensus. Parce que pour l'intérêt de la nation. Pour l'intérêt de la nation. Pour l'intérêt de la nation. Ça n'a pas marché. C'est l'intérêt de la nation. Ça aussi, ça n'a pas marché. Peut-être c'est ça qui a amené le chef d'État à dire. Il a fait le bilan des différentes décisions. Il a compris que c'est très sensible. Il était en Allemagne. Voilà. Évidemment, en Allemagne, que c'est très sensible pour confier ça. Il a parlé aussi des acteurs de la société civile, mais on n'en voit aucun. Il n'y a pas d'acteurs de la société civile. Maintenant, je me demande, est-ce que Artem, c'est en tant qu'universitaire? Ayassor, bon, professeur d'université, je peux comprendre. Mais on connaît le poste, voilà, le rôle que Ayassor a joué. Donc moi,
Je ne vais pas me prononcer par rapport à la composition. Nous faisons foi en cette composition. Et j'ose croire que les 3 universitaires qui sont des chercheurs peuvent amener les autres à comprendre l'intérêt de ces réformes pour que ces confrères puissent mettre de l'eau dans leur vin pour amener au niveau de cette commission à un consensus, lequel consensus peut peut-être recevoir l'adhésion des différents acteurs politiques. Donc ça veut dire qu'on rejoint la question de Joël Alossé qui demande si c'est... est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une façon de distraire, une sorte de refus indirect d'opérer les réformes? Non. C'est oui ou c'est non? Oui, non, ce que moi je veux dire, c'est que j'attends voir jusqu'où cette commission va aller. Nous, on attend voir. Jusqu'à ce que cette Vous l'avez dit, il n'y a pas de délai. Donc, Non, je crois que certainement, dans les jours à venir, le chef de l'État va donner une date. Parce qu'on a vu quand même au Bénin, le président Talon est arrivé, la commission n'a pas fait plus de 3 mois pour... Oui, non, justement, c'est ce que nous disons. Donc, je crois que le chef de l'État, dans les prochains jours, va donner quand même un délai à cette commission. Mais nous, on attend voir jusqu'où cette commission va aller. Et c'est quand elle va arriver au terme de ces travaux et que nous verrons, et là, nous aurons à nous prononcer. Il se peut que le chef de l'État lui dise, écoutez, voilà ce qui va être fait. Ils le savent déjà, voilà ce qui va être fait, et que par la suite, on puisse rapidement amorcer les réformes. Ça peut être possible aussi. Donc, pour le moment, nous attendons voir jusqu'où la commission va arriver au terme de ces travaux, et c'est là où nous aurons et ça continue au niveau des commentaires. Il dit, après tout, la question de réforme ne date pas d'aujourd'hui. Et le président de la République n'est pas un étranger au Togo pour faire comme si c'est seulement maintenant qu'il est au courant de la situation. Plusieurs universitaires se sont déjà penchés sur la question, ou bien eux, ils sont moins universitaires que ceux qui seront dans sa commission. Oui, comme il le dit. En ce qui concerne, alors là, il veut s'intéresser maintenant à la question de la haute autorité de la corruption. Je crois que quand nous serons sur le sujet, nous allons aborder cela. Et un autre dit, je salue la bravoure et le travail de fond que font certains mouvements de la société civile à l'instar du MMLK, et d'autres encore dont je ne veux pas citer le nom ici. En ce qui concerne les avancées des droits de l'homme en 2016, si les citoyens devraient donner une note en matière de droits de l'homme au Togo, mon patriotisme me pousserait à donner sans exagération et sans pessimisme 3 sur 20. Le droit à la santé, à une bonne éducation dans de bonnes conditions, à la liberté de la presse sans qu'il y ait des sujets tabous et la censure, le droit à l'information, au contrôle citoyen de l'action publique, le droit de manger à sa faim, pas les produits intoxiqués avec des engrais frelatés. Est-ce que les Togolais peuvent être fiers aujourd'hui de jouir pleinement de ces droits? Ou bien, comme certains ont l'habitude de le dire, on va nous répéter encore de reconnaître que la situation d'aujourd'hui est meilleure à celle qu'on a connue hier? Finalement, c'est la phrase tabou. La phrase fétiche, j'allais dire que c'est mieux aujourd'hui qu'hier, alors que peut-être c'est pire aujourd'hui. Non, puisque le pasteur l'a dit, si on voit les recommandations de l'EPU, il n'y a plus de recommandations qu'avant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme le téléspectateur a dit, c'est vrai, il faut avoir le courage de dire que si on se réfère à tous ces droits-là, dont l'homme a droit, ce sont des droits inhérents à l'existence humaine. Au Togo, il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de soucis à se faire. Il y a beaucoup de soucis à se faire. Et ceux qui nous et les dirigeants doivent veiller à cela. Restons toujours dans la société pour dire que les membres de la haute autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées sont connus. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça, c'est un signal fort qui vient d'être envoyé? Un signal fort? Oui, bon, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on met en place une commission anticorruption. Il y en avait déjà eu, dirigé par Polivi, c'était à l'époque. Hein. Donc, au temps du feu et de moi, il y en avait eu jusqu'à ce qu'on n'en entende plus parler. Maintenant, cette commission revient encore en force sous une autre appellation, haute autorité. C'est pour faire peur ou quoi? Haute autorité, maintenant c'est plus haut. C'est pas une simple commission, c'est plus haut. Peut-être que
il y a des garde-fous, il y a toutes les mesures qui sont prises pour que cette commission, pour cette haute autorité puisse travailler. Vous savez, la corruption au Togo, elle est présente, elle est une réalité. Elle est présente à tous les niveaux, dans la santé. Vous savez, les matériels médicaux qui sont souvent, comment on l'appelle, dilapidés, qui sont convoyés vers d'autres directions. Il y a aussi une situation, vous arrivez à l'hôpital, on vous fait faire une liste d'ordonnances pas possibles, et après, ce qui reste, même ils se gardent cela. Voilà, donc, dans l'éducation, il y en a, vous savez, la police, vous savez, la justice, on n'en parle plus. Donc, c'est des chiffres vraiment qui font froid au dos. La réalité est là. Quand nous parlons de l'évasion fiscale, nous parlons de flux financiers illicites au Togo, vous savez. Donc, il y a tout ça là au Togo. Et je crois que les surfacturations dont le chef de l'État avait parlé à l'époque, des mesures ne sont pas prises. Mais si le chef de l'État estime que c'est à travers la haute autorité de lutte contre la corruption et des crimes assimilés qu'il faut résoudre le problème de la corruption, de ce fléau-là, nous, de toutes les façons, ça serait un plaisir pour nous que cette commission. Mais une chose est de créer une commission, une autre de donner des moyens à cette commission pour pouvoir travailler. Parce que quand nous retournons un peu à la commission anticorruption, elle s'est limitée à pêcher des petits poissons. Des petits poissons. Souvent, c'est des petits poissons. Mais il y a des gros poissons. Des gros poissons à l'instar de 26 milliards, c'est des gros poissons. C'est des gros poissons. Mais est-ce que le chef de l'État va donner des moyens à cette haute autorité pour pouvoir travailler et lutter contre la corruption et récupérer même des fonds détournés à l'État, dans le compte de l'État? Je crois que c'est ce on attend pour voir. Alors, mais c'est déjà un pas, mais il va falloir quand même. C'est un pas de mettre en place. Quand parle de moyens, vous pensez à quoi? Oui, c'est qu'il faut donner cette liberté à cette commission de pouvoir travailler sans injonction extérieure. Et c'est ça les moyens. Au-delà de cette liberté, il y a les moyens financiers. Parce que faire une enquête nécessite de gros moyens, de gros sous. Et par conséquent, il faut mettre les moyens à la disposition de cette commission. Il faut déjà que... Et, évidemment, et permettre à cette commission de saisir n'importe quelle institution. Même si c'est à la présidence, à n'importe quel moment, cette commission doit pouvoir saisir la présidence. Donc c'est là où on dit, certes, si on permet à ces institutions, on met les moyens à la disposition de cette haute autorité, il va falloir donner la chance à cette haute autorité. Et maintenant aussi, dire aux membres de cette haute autorité que vous avez été nommé, vous n'avez pas d'obligation de résultat envers le chef de l'État. Oui, c'est justement la question que beaucoup se posent. Voilà. Est-ce que vous pensez, par exemple, que les membres de cette haute autorité peuvent dire au président de la République que vous-même, vous nous avez nommés, mais vous devez déjà déclarer vos biens avant que nous commencions notre travail? Est-ce qu'ils peuvent? Parce que c'est lui qui les a nommés. Lorsqu'on parle de haute autorité, moi je trouve que c'est une institution de la République. Oui, bien sûr. Oui, nous connaissons les hautes autorités dans le Haut-Togo. C'est là où je dis qu'ils n'ont pas d'obligation envers le chef de l'État parce qu'on m'a nommé là-bas. Non. C'est le cas, vous avez un cahier de charge bien défini. Travaillez pour l'atteinte des différentes tâches qui vous ont été assignées. Et par conséquent, il ne devait pas y avoir d'injonction de l'exécutif dans cette commission-là. La commission est libre d'enquêter qu'il veut, quand il veut, comment il veut, produire son rapport et soumettre son rapport à l'autorité compétente. Et maintenant, c'est à l'autorité compétente de prendre les dispositions ou bien les sanctions qui s'imposent. Il faut que les sanctions soient communiquées et que les coupables, le nom de ces coupables soient publiés, poursuivis et permettre à la population d'apprécier effectivement le travail que cette autorité va pouvoir faire. Joël Alossé, il dit pourquoi toujours... il dit en ce qui concerne la mise en place d'une haute autorité pour lutter contre la corruption, franchement, c'est des choses qui m'étonnent. Pourquoi toujours les terminologies haute autorité? Est-ce à dire qu'au Togo, il n'y a pas de loi anticorruption ou qu'il n'y a pas encore d'institutions fiables pour veiller au respect strict de ces lois et c'est maintenant qu'il faut mettre en place une autre autorité? Donc, le président de la République lui-même n'a pas suffisamment de pouvoir
pour agir contre la corruption qui est devenue l'oxygène que les gens respirent dans l'administration, ou bien les lois du Togo ne permettent pas au président de la République d'agir en cas de corruption néfaste à la santé de la nation. Est-ce que les Togolais peuvent encore compter sur le président de la République? On a l'impression que le Togo est un État fort, il écrit fort F-A-U-R-E, mais pas un État fort, F-O-R-T, dans le sens de la prise de bonnes décisions et surtout de leur stricte mise en application. Oui, bon, écoutez. les gens sont dubitatifs. Oui, bien sûr, les gens sont dubitatifs. Et c'est de bonne guerre, parce que pour avoir été longtemps victime des promesses non faites, je crois que les Togolais aujourd'hui ont raison d'être pessimistes. Mais nous sommes au début d'une nouvelle année. La logique veut quand même qu'on soit optimiste, hein, pour permettre à l'année de bien se poursuivre et de bien terminer. Alors ce que je voulais juste dire, c'est vrai que, vous savez, tout cela, si on met en place cette commission, ces trucs-là, c'est parce que la justice togolaise n'est pas forte. La justice togolaise n'est pas indépendante. Parce que quand vous prenez le code pénal prévoit des sanctions contre des gens, des gens corrompus, de lutte contre la corruption. Donc il y a déjà des lois. Juridiquement, il y a déjà des lois qui sont là pour que ces gens-là puissent être, pourquoi pas ouvrir des dossiers, cas de Vaughan par exemple, voilà, le procureur, la justice togolaise peut ouvrir un dossier, s'auto-saisir. Mais l'autosaisie au Togo, je ne sais pas si ça existe, parce qu'on ne voit jamais. La justice, c'est rare, mais pour des dossiers que la justice togolaise s'auto-saisisse. Ou bien on nous a dit que nous, ça peut être fait par les citoyens peuvent saisir, mais des fois quand nous saisissons, c'est des trucs non, comment on l'appelle, les dossiers ne sont pas acceptés. Sont irrecevables. Les dossiers sont irrecevables. Et la justice elle-même ne fait rien, mais quand on la saisit, absolument, elle ne fait aussi rien. Donc c'est ça la préoccupation. Il dit pourquoi on met des choses en place. Est-ce qu'il n'y a pas de loi? Il y a des lois. C'est pour seulement, je ne peux pas lui donner ou référer des trucs. Mais déjà, quand on prend, il y a des lois déjà qui sanctionnent les gens qui détournent les biens publics, le blanchiment d'argent, tout ça là, les évasions fiscales, il y a déjà tout ça. Mais la Cour des comptes est là. Mais la Cour des comptes est là pour ça. En tout cas, on va faire foi. Donc, le chef de l'État, quand même, a mis la haute autorité en place. Nous attendons voir ce que cette haute autorité va faire. Je vous ai dit qu'il y a une question pour vous. Elle vient de Nouridine Agoro. Il dit bonjour, monsieur le président de la CNSC. Est-ce que c'est dans votre rôle de venir à la télé pour confronter un candidat après la proclamation des résultats de 2015, comme votre prédécesseur l'a fait sur cette chaîne? Bon, là, je veux rappeler simplement que ce n'était pas un candidat qui était invité, mais le représentant d'un candidat. Alors, mais la question reste posée. Évidemment, vous savez, le Togolais n'a pas confiance en la société civile. Et c'est ça le mal. Pourquoi? Bon, c'est parce que de tout temps, lorsque la société civile fait une déclaration qui n'engage pas l'opposition, on taxe cette société civile de connivence avec le pouvoir. Et vice-versa. Au même moment du côté du pouvoir, nous allons, au niveau de la CNSC, lors des élections, nous allons faire un travail scientifique avec des résultats que nous avons. Et nous avons confronté notre résultat avec ce que la CENI a donné. Et l'écart, c'est 0,05%. Parce que nous avons fait un PVT. Maintenant, si un acteur politique n'a pas les résultats, ou bien il a un autre résultat, et que l'ancien directeur exécutif lui présente les faits, mais je ne vois pas, c'est de confronter le cas. C'est de lui présenter les éléments que nous avons et qu'ils font foi et qui nous amènent à dire que les élections sont déroulées telles, et par conséquent, c'est tel qui a gagné. Donc moi, je ne vois pas quel est le problème à ce niveau. Alors, on m'a fait signe qu'il me reste 5 minutes. Bon, les 5 minutes, je crois que j'en ai déjà brûlé 2 ou 3, mais je voudrais qu'en 1 minute, on parle de nos 23 qui vont aller défendre les couleurs nationales. Les éperviers. À la CAN nationaux. Gabon Total. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis Total, mais c'est la CAN Gabon Total 2017. Alors, on a besoin de 5 milliards pour soutenir les éperviers. Je ne sais pas pourquoi c'est 5 milliards, parce que la dernière fois, nous avait dit qu'ils ont dépensé 2 milliards 800 millions. Maintenant, c'est 5 milliards. Et dans la délégation, il va y avoir 80 supporters, 60 membres, 60 personnalités du ministère du Sport
feront partie de la délégation. 15 journalistes. Et 15 journalistes. Et puis les 23, tout ça, c'est 5 milliards. Alors, sur ça, Pasteur Edo, je vous vois très étonné. Pourquoi? Non, très étonné. C'est budgétivore. On ne peut pas accepter ça. 5 milliards pour notre équipe, alors que souvent, avec des réseaux sociaux, il en le gâteau est à côté. En 2013, on était en Afrique du Sud. Ils nous ont dit qu'on a dépensé 2 milliards 800 millions. Mais le Gabon qui est plus proche, on veut 5 milliards. Et le nombre de supporters, 80 supporters. 60 membres du ministère des Sports quand même. Ben, expliquez-moi pourquoi 60 personnes du ministère des Sports. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un critère? Je ne sais pas. Mais tout le bureau, je crois que tout le département se vide. En 3 semaines là, il y aura plus de ministère. Je ne sais pas si le ministre même l'accompagne, c'est fini. Le ministre même l'accompagne, ce sera fini, il n'y en aura plus. Moi, je crois quand même qu'il faut cesser de faire, il faut cesser du désordre. 5 milliards pour le Togo, alors que la Côte d'Ivoire est à 3 milliards 500 millions. Mais c'est là l'équipe même qui a été l'équipe championne. Et qui encore, c'est l'une des équipes encore qui est encore pressentie. C'est l'une des grandes équipes. Je crois que 5 milliards, le Togo a des problèmes. Le chiffre m'étonne quoi. Le chiffre m'étonne, le Togo a des problèmes au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Je crois que prendre 5 milliards, même si on supposons que si on remportait la coupe, on aura combien? Est-ce qu'on va recouvrir les 5 milliards? Est-ce qu'on va recouvrir les 5 milliards? Alors quel est cette business? Alors quelle est cette affaire? Quelle est cette affaire? Quelle est cette économie? Cet homme d'affaires qui va aller dépenser 5 milliards et revenir, si à la fin il a la victoire. Peut-être avec 100 millions. Il va revenir avec quelque chose qui soit inférieur à ce qu'il a investi. Non, quand même, c'est de n'importe quoi. Non, c'est de n'importe quoi. C'est là où se pose encore le problème de gouvernance dans notre pays. Sur quels critères le budget a été fait? Quels sont les éléments? Quels sont les éléments qui sont rentrés dans les lignes budgétaires? Il faut communiquer autour. C'est là où nous disons toujours que c'est le problème de gouvernance qui est la base de tous les maux du Togo. Communiquer autour. Est-ce que ce sont les primes des joueurs que vous avez augmentées pour le logement, la restauration? Il faut de communication autour avec un budget. Vous publiez le budget. Ça veut dire que vous faites de communication autour de votre action. Et là, les gens vont apprécier la pertinence des lignes budgétaires. Ils vont dire, bon d'accord, c'est 5 milliards. Évidemment, on doit dépasser les 5 milliards. Parce qu'on ne sait pas, est-ce pour la Côte d'Ivoire? C'est pour moi, je me prononce par rapport à des informations que j'ai. Est-ce pour les 3,5 milliards de la Côte d'Ivoire, c'est uniquement pour les supporters ou bien ça prend en compte les primes des joueurs? Elle prend tout. C'est ça. Voilà, on me dit que ça prend tout. C'est ça. C'est qu'il faut communiquer autour du budget. Le Togo a trop de problèmes que je vois très mal comment aller dépenser 5 milliards pour aller au Gabon. C'est pas en Europe, au Gabon, et revenir. Gabon, billet d'avion, c'est 300 et quelques mille. Et maintenant, encore que maintenant, on n'est pas dans une autre période. Surtout par rapport à la composition. 60 membres. C'est que c'est seulement 20 personnes qui vont supporter l'équipe. Non, il y a 80 supporters. Oui, donc, et 60 membres. Non, c'est autre. Il y a 60. Donc ça fait 140. On ne sait pas trop ce qu'eux ils vont aller faire là-bas. Évidemment. Ils vont aller rester où? Ils vont aller loger où? Et ça, c'est mon argent qui va les entretenir là-bas. C'est des copines, c'est des copines ou c'est des copains? Non, quand même, c'est du désordre. Maintenant, en 30 secondes, Pasteur Edo, qu'est-ce que vous souhaitez à nos éperviers, au-delà de tout? Au-delà de tout, moi je suis un patriote. Au-delà de tout, la victoire finale pour les éperviers, ça va être très difficile. D'abord, sortir du groupe dans lequel ils sont. Rien n'est impossible aux Togolais. Rien n'est impossible aux Togolais. Déjà, notre qualification a été miraculeuse. Notre qualification a été miraculeuse. Sortir du groupe, là d'abord. Moi, ma prière, c'est que le Togo sorte d'abord de ce groupe et je verrai ce qu'il y a de dire. Oui, Franck? Oui, donc c'est de faire une bonne canne, de bien mouiller le maillot, de défendre la couleur nationale et, avec l'aide de Dieu, de nous amener la coupe.
En tout cas, moi, je leur souhaite d'aller plus loin qu'en 2013 où nous étions quart de finalistes. Que cette année, nous soyons au moins demi-finalistes. On mérite cela. Allez, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King, était notre invité. Franck Kepomé, directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile également. Messieurs, merci d'être passé dans un œil. Non, c'est un plaisir. Merci Samuel et à bientôt. Le plaisir a été également le mien d'animer cette émission pendant 90 minutes. Le débat continue sur Facebook Samuel Niaoui. Sur YouTube, cette émission sera en ligne si la connexion est bonne. Parce que je promets de mettre en ligne lundi, mais vous connaissez la connexion au Togo. La semaine dernière, ça m'a pris jusqu'à jeudi pour pouvoir mettre une émission de 90 minutes en ligne. Je ne sais pas combien ça va me prendre cette semaine, mais je ferai tous les efforts pour que ce soit sur YouTube dès lundi. Merci à la diaspora qui nous suit sur le www.lcftogo.com. C'est en direct. Je vous retrouve le dimanche prochain. Merci. Merci.